Depuis le début de cette crise sanitaire, on entend beaucoup parler de Jean-Jacques Crèvecoeur. Ce conférencier de 60 ans, d'origine belge mais vivant au Québec, est considéré par certains comme un lanceur d'alerte, faisant de la réinformation. Son nom a été mis en avant dans de nombreuses manifestations, dans de multiples groupes de discussion, et il est même remercié à la fin du film Hold Up de Pierre Barnérias. Bonjour Pierre, je suis très heureux vraiment de te retrouver. Bonjour Jean-Jacques, le plaisir est largement partagé et bravo encore une fois pour tout ce que tu fais et toute ton énergie dépensée à essayer juste de dire les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Exactement. Alors nous avons voulu savoir, que dit-il réellement sur la pandémie de Covid-19 ? Je vous invite vraiment à vous asseoir pour écouter ce que j'ai à vous dire parce que je mets en doute de façon très sérieuse le fait que ce coronavirus rebaptisé SRAS-CoV-2, rebaptisé Covid-19, n'a jamais existé et que donc cette pandémie n'a jamais existé. On nous a fait croire qu'une pandémie existait en prenant des maladies déjà existantes, en mettant comme coupable un virus imaginaire pour pouvoir nous faire accepter le confinement, la distanciation sociale, le port du masque, le lavage par le gel hydroalcoolique, le traçage numérique et la vaccination. Une infirmière que j'ai rencontrée au marché il y a quelques semaines, bon maintenant le marché n'est plus là, vous voyez qu'il y a de la neige, enfin vous voyez derrière moi qu'il y a de la neige. Une infirmière m'a dit, c'est quand même bizarre que les écouvillons qu'on utilise sont 2 fois plus longs que les écouvillons qu'on a utilisés jusqu'en 2019. Pourquoi est-ce que les écouvillons vont 2 fois plus loin pour recueillir le même type d'information? Et si c'était une opportunité d'aller déposer tout près de la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la barrière qui protège le cerveau, des nanoparticules qui seraient déposées sur ces écouvillons. Évidemment, moi, je n'en ai aucune preuve, mais je me dis, ils sont assez tordus, ces malades mentaux, pour faire ce genre de choses. Il est pourtant très simple de vérifier que la taille des écouvillons n'a absolument pas changé, comme on peut le voir sur ces images présentant le prélèvement nasopharyngé qui était déjà pratiqué bien avant cette pandémie. Allez, encore une autre. Frank Zalewski, qui est un chercheur polonais, qui dit « J'ai trouvé des œufs avec des tentacules dorés dans votre plat injectable préféré. » Donc, il explique, et c'est ce que Ingrid nous expliquait l'autre jour, c'est que ces œufs sont déposés sur l'oxyde de graphène et c'est l'oxyde de graphène qui introduit ces œufs et puis ces œufs, dans certaines conditions, donnent naissance à des hydres. Donc, c'est lui, Frank Zalewski, qui donne une conférence où il montre ce qu'il a découvert et voilà quelques photos de ce qu'il a découvert. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous injecte dans le corps lorsque vous acceptez de vous faire injecter. Et il explique que certaines tentacules de ces hydres peuvent faire plusieurs mètres. Oui, sauf que ce monsieur est un géologue, c'est-à-dire un spécialiste des roches, et que l'université dans laquelle il a réalisé ces images a bien précisé ne pas disposer des conditions matérielles permettant d'observer des échantillons biologiques sans contamination par l'environnement. Par le passé, il avait déjà été radié des diplômés de son institution pour avoir produit un faux, et s'illustre en niant de nombreuses théories scientifiques, dont celle d'Einstein et de Darwin. Mais rassurez-vous, les sources de Jean-Jacques Crèvecoeur ne se résument pas à une infirmière rencontrée au marché et à un géologue ukrainien désavoué par ses pairs. Il trouve aussi ses informations auprès de lui-même, puisqu'il recycle tout ce qu'il imaginait déjà en 2009 lors de l'épisode de grippe H1N1. Et quelque chose qui m'a fait passer par tous les états émotionnels possibles et imaginables, depuis le désespoir, la colère, la tristesse, le dégoût et la peur de mourir, la peur de
pas de mourir parce que j'ouvre ma gueule, mais de mourir tout simplement parce que je n'aurai pas de possibilité d'échapper soit à l'injection, soit à la guillotine, puisque comme Guylaine Langto vous le dira peut-être tout à l'heure, un certain nombre de guillotines ont été fabriquées pour équiper les camps de concentration où on mettra ceux qui refuseront la vaccination. Alors, comme disait Jean, nous aurons le choix de notre mort, mais ce sera peut-être le seul choix que nous aurons. Je vous avais parlé du confinement à domicile qui était la préfiguration de camps de concentration, sauf que ce sont des camps de concentration privés. Est-ce que je me suis vraiment trompé quand on voit que le Canada est en train de construire 45 camps de concentration sur l'ensemble du territoire canadien, dont 4 à Montréal? Ce sont des camps de concentration qui sont en train d'être mis en place. Les camps de concentration prévus? Oui, on en a une petite quarantaine de camps de concentration à travers tout le Canada, dont une bonne partie, ils appellent ça pour l'instant des camps d'internement, mais ce sont des camps avec une double barrière de barbelés et des miradors, etc., soi-disant pour mettre les gens qui seraient Covid positifs. Voilà. Mais donc, on sait que ce sera utilisé à des fins tout autres éventuellement, si les choses tournent mal. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. À suivre. Tout ceci était déjà faux il y a 12 ans, ce n'est évidemment pas plus vrai aujourd'hui. Par exemple, ce qu'il appelle des camps de concentration n'étaient que des chambres d'hôtel et des lieux d'hébergement permettant aux volontaires n'ayant pas les moyens de s'isoler convenablement de pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Le programme de sites sûrs d'isolement volontaire appuie les municipalités à l'échelle du Canada, y compris ces projets en Ontario, de sorte qu'elles puissent offrir à leurs résidents des sites d'isolement sûrs. C'est un plan qui a été mis en place pour aider certaines personnes qui doivent s'isoler. Par exemple, on parle de familles multigénérationnelles. Et en réalité, ce programme d'isolement volontaire existe depuis déjà plusieurs mois. D'ailleurs, l'expression elle-même « camp de concentration » avait déjà été utilisée l'an dernier par des opposants à ces mesures sanitaires. Que cette campagne de vaccination n'est qu'un prétexte pour amener l'injection chez tous les êtres humains d'une puce d'identification personnelle. Une puce implantable au niveau des êtres humains qui serait capable de détecter, devinez quoi, la présence du virus H1N1 dans le corps humain. C'est pas une puce d'identification pour avoir votre casier judiciaire, hein, non, c'est même pas une puce d'identification pour votre dossier médical, c'est une puce d'identification pour repérer la présence du H1N1. Mais en même temps, sur cette puce, on pourra aussi mettre votre dossier médical, ce sera plus pratique, comme ça si vous tombez dans les pommes dans la rue, on pourra grâce à un scanner savoir tout de suite qui vous êtes, quel est votre numéro d'assurance sociale, c'est quoi votre dossier médical, vos allergies, etc. Mais on pourra aussi mettre votre casier judiciaire tant qu'on y est. Ultimement, ce qui est prévu par ID 2020, c'est de vous injecter, en fait, avec le vaccin ou sans le vaccin, peu importe, ce qu'ils appellent un gel nanotechnologique. Alors, la nanotechnologie, c'est quelque chose qui s'est développé dans les 20 dernières années et qui a consisté à miniaturiser de plus en plus je dirais les éléments de transmission. On n'en est plus du tout aux puces RFID d'il y a 20 ans. Et là, on est né aux nanopuces. Et puis, ceux qui résisteront jusqu'au bout à cette obligation de puçage, de vaccination, etc., eh bien, eux deviendront les parias de la société, seront emprisonnés, seront enfermés dans des camps de concentration, seront mis peut-être en asile psychiatrique ou seront tués, tout simplement. Mais Jean-Jacques Crèvecoeur est coutumier de ce genre d'outrance et d'exagération. En tant que spécialiste, autoproclamé de la manipulation et des jeux de pouvoir, il sait distiller des affirmations extrêmement anxiogènes dans ses vidéos pour obtenir l'attention et l'adhésion de son public. Savez-vous qu'il prévoit
une rupture des chaînes d'approvisionnement alimentaire pour avril 2021. Savez-vous qu'il prévoit un crash des banques qui pourront se renflouer en allant chercher de l'argent sur vos propres comptes d'épargne? Savez-vous qu'il prévoit éventuellement des coupures d'électricité qui seraient provoquées par des actes terroristes qu'ils auraient déclenchés eux-mêmes? Savez-vous qu'il prévoit aussi des coupures d'Internet pour que nous soyons absolument coupés du monde et coupés les uns des autres? Nous sommes en plein milieu de la Troisième Guerre mondiale. Je me dis, ce n'est pas possible que des gens comme Bill Gates, Klaus Schwab, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus et plein d'autres, George Soros, David Rockefeller, qui est mort lui, mais que tous ces gens-là aient une âme. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas imaginer un instant que des gens comme ça, en connaissance de cause, aient planifié le génocide de 90% de la planète. Des parents qui refusent que leurs enfants soient violés par ces injections de produits hautement toxiques, qui, je vous le rappelle encore une fois, est une attaque bioterroriste perpétrée par les membres du Quatrième Reich dans cette Troisième Guerre mondiale contre le peuple. Eh bien, si vous vous opposez à ces injections, à ces viols collectifs de vos enfants, vous pourriez être déchu de vos droits parentaux, vous pourriez être déchu de votre autorité parentale. Au Québec, nous appelons ça la primauté parentale, pour que vos enfants soient confiés à l'assistance publique, à la protection de la jeunesse. Mais quand vous savez, et ça, de plus en plus de lanceurs d'alerte dénoncent cela, et en tout cas on les entend de plus en plus parce que ça fait des années qu'ils dénonçaient cela et personne ne les entendait. Moi-même, je n'ai pas beaucoup entendu ces choses-là, même si nous avons vécu en Belgique l'affaire du trou. Mais quand on entend que les lanceurs d'alerte dénoncent de façon précise, avec des documents, avec des preuves, que les institutions de protection de la jeunesse, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse, au Québec, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, ces organismes de protection de la jeunesse font partie des principaux fournisseurs des réseaux pédophiles et des réseaux pédocriminels. Je vous rappelle quand même que, si je reviens encore quelques instants à cette demande du gouvernement québécois pour qu'on leur fasse remonter la liste de tous les parents récalcitrants à la vaccination et aussi la liste des enseignants non vaccinés, pour pouvoir, la liste des parents en tout cas, pour pouvoir transmettre cette liste à la DPJ, donc la Direction de la protection de la jeunesse, nous sommes exactement dans le même cas de figure où, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on a demandé, ou la Gestapo a demandé à la police française la liste des Juifs qui se trouvaient dans le registre de population de chacun des villages. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Et je ne sais pas si vous mesurez vraiment le danger véritable que vos enfants sont en train de courir si vous les laissez fréquenter les écoles actuellement. Déjà au mois d'août 2020, je vous avais dit, je vous avais supplié, retirez vos enfants de l'école jusqu'à ce que cette crise soit terminée et protégez-les par tous les moyens. Après avoir obtenu toute notre attention par la peur et nous avoir placés dans un état de sidération mentale, comme tout manipulateur, il doit nous proposer une issue rassurante, une solution clé en main que nous n'aurons qu'à saisir. Jean-Jacques Crèvecoeur a ainsi beaucoup de choses à nous offrir pour échapper à l'apocalypse qu'il annonce. Notre action ne se fera plus au niveau de la réinformation, d'essayer de convaincre encore
que nous sommes dans une mascarade, que les masques ne servent à rien, que le virus a été créé en laboratoire, etc. etc. Non, c'est fini ce temps-là. Ce que nous allons devoir faire, c'est simplement veiller à élever nos vibrations le plus haut possible et attendre que nos frères et nos sœurs humains se réveillent. À mon avis, la solution la plus réaliste, c'est que maintenant, nous allons nous syntoniser avec la vibration, l'élévation vibratoire de la planète, de la Terre-Mère. Et c'est là qu'il sera important que nous puissions effectivement nous mettre en reconnexion, seuls et en groupe, avec ce que la Terre est en train d'opérer comme changement vibratoire. Si nous n'acceptons pas de lâcher prise par rapport à nos volontés de pouvoir, d'emprise sur les autres, si nous n'acceptons pas de lâcher prise par rapport à nos possessions matérielles. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de possessions matérielles, c'est un rapport d'attachement à la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que nous avons tous besoin, dans le monde de la troisième densité, nous avons encore besoin d'argent, bien entendu, pour payer notre loyer ou payer notre hypothèque, pour nous déplacer, pour acheter de la nourriture, pour nous chauffer, pour payer nos notes d'électricité, etc. Donc, mais en même temps, il y a un lâcher-prise à avoir, c'est-à-dire un détachement à avoir par rapport à nos possessions matérielles, de telle sorte que ces possessions, qui elles vont rester dans la troisième densité, ne nous accrochent pas et ne nous empêchent pas de faire cette évolution dans le monde de la cinquième densité. C'est-à-dire pour faire en sorte que notre être incarné rayonne de plus en plus cette étincelle divine, c'est-à-dire que nous devenions des êtres divins. Il insiste très souvent sur l'importance de rejoindre sa chaîne privée, seule plateforme lui permettant soi-disant d'échapper à la censure. Ceux qui sont encore là, c'est quelque chose que je vais vous demander, mais je pense que dans le montage, je vais le demander au début. C'est inviter les personnes à rejoindre la chaîne privée. Qu'on soit, bon, parce que pour l'instant, Full Life Channel, c'est pas encore au point, bon, bref. Inviter les gens à rejoindre la chaîne privée pour pouvoir voir cette session en direct d'aujourd'hui. Je pense que ça, en faisant ça, vous allez contribuer aussi à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes. Pour s'y inscrire, rien de plus simple. Il suffit de se créer un compte gratuit en donnant une adresse mail. Cela peut paraître anodin, mais en quelques mois, il s'est donc constitué un immense répertoire de courriels qui lui permet de vous envoyer des messages promotionnels pour vous vendre ses formations. Regardez un peu le genre de mail que l'on reçoit en étant simplement abonné à sa chaîne privée, avec la technique habituelle consistant à créer un faux sentiment d'urgence pour pousser les gens à l'achat. Attention, tu vas rater quelque chose d'unique si tu n'achètes pas ça dimanche avant minuit. Bien sûr, vous restez libre d'acheter ou non, mais vu le prix des formations, il lui suffit qu'un tout petit pourcentage de son public passe à la caisse pour que sa petite entreprise soit rentable. Comme tous les vendeurs de formations en ligne, c'est en augmentant son audience qu'il augmente ses ventes. Plus ce monsieur fait parler de lui et touche de nouvelles personnes grâce à des vidéos gratuites et virales abordant la crise sanitaire, plus il augmente le nombre de clients potentiels pour ses formations payantes. Ou comment utiliser un drame mondial comme une opportunité de gagner en visibilité. Une stratégie marketing qu'il assume d'ailleurs parfaitement. Sachez maintenant que j'ai décidé parce que ça c'est 100% sous mon contrôle, de multiplier les plateformes sur lesquelles je vais être présent. Donc non seulement je suis présent sur ma chaîne privée, je suis présent sur Full Life Channel, mais j'ai décidé maintenant d'être présent aussi sur Odyssey. Je serai aussi sur VK prochainement, je serai sur D-Live aussi, je serai sur plein de plateformes. En fait, toutes les plateformes possibles et imaginables, je vais y aller dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour
multiplier les chances d'atteindre un public de plus en plus large parce que nous sommes au cœur d'un génocide et il faut absolument que nous alertions le plus de personnes possible avant qu'il ne soit trop tard pour ces personnes. Mais il va parfois encore plus loin, en invitant à la violence physique envers les médecins, les journalistes, les hommes politiques, qu'il appelle des psychopathes, poussant de plus en plus son audience à se radicaliser. Et je pense que c'est vraiment en réfléchissant, en mettant nos ressources ensemble, que nous allons être capables de mieux traverser tout ce que nous sommes en train de subir de la part de ces psychopathes malades mentaux qui n'ont qu'une seule place maintenant à trouver, c'est la prison, si ce n'est la guillotine. Vraiment, il faut tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que ces criminels soient arrêtés, soient jugés et soient pendus sur la place publique. Je rêve de voir tous ces dirigeants pendus sur la place publique. Ces fous dangereux, ces malades mentaux, ces gens qui ne méritent même plus de vivre sur cette planète. Mais au final, qui est-il vraiment? Et d'où vient sa notoriété? J'imagine que pour toi, faire un discours devant 5000 personnes, c'est vraiment banal. Tu te prépares pas pendant une semaine et puis tu fais pas d'insomnie. Effectivement, oui, mais bon, c'est mon métier aussi. Hein. Je suis conférencier depuis 31 ans, donc... Bien sûr, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un diplôme ou une formation dans le domaine que l'on aborde pour être pertinent. Et on a vu des scientifiques bardés de diplômes se tromper. Mais dans ce cas, on a l'humilité de se limiter à vulgariser le savoir produit par la communauté scientifique. Au contraire, comme nous l'avons vu, Jean-Jacques Crèvecoeur se place en opposition totale à l'état actuel de nos connaissances scientifiques. Dans le domaine de la santé, par exemple, il s'appuie sur une pseudo-guérison personnelle et miraculeuse pour devenir un promoteur majeur de la méthode Hammer, aussi appelée nouvelle médecine germanique, une pseudothérapie basée sur aucune preuve scientifique et ayant déjà causé de nombreux décès. Je vais chez ma coiffeuse, comme j'y allais régulièrement, et ma coiffeuse me dit « Mais monsieur Crèvecoeur, il y a un mois, vous n'aviez rien à l'arrière de la tête, et là vous avez une boule de 2 cm de diamètre qui n'était pas là il y a un mois. » Et là, je la regarde dans les yeux à travers le miroir, et je lui dis « Je viens de comprendre ce qui s'est passé dans ma vie. » Et alors elle me dit quoi? Elle me dit « Je pense que j'ai fait un cancer du cervelet et je pense que j'ai guéri ce cancer du cervelet. » Alors elle m'a regardé, on a eu beaucoup de discussions dans les mois et dans les années qui ont suivi. D'ailleurs, elle me surnommait le miraculé parce qu'elle avait été très impressionnée. C'est grâce à elle que j'ai découvert que, effectivement, mon cancer, qui avait démarré le 2 mai 1997, avait été enquisté à partir du moment où j'ai posé des actes de guérison, ce qui fait que finalement, je n'ai jamais eu un diagnostic de cancer de façon officielle, mais en tout cas, avec la connaissance que j'avais des travaux de Hammer, le cancer du cervelet, d'après Hammer, est déclenché par la découverte brutale du fait qu'on est poursuivi, que l'on est suivi. Et c'est quelque chose de très archaïque, parce que le cervelet, ça fait partie du cerveau reptilien. Comme vous le savez, je recours régulièrement à la pratique des lavements au café, dont je parle amplement à mes étudiants de l'Académie de la vie en mouvement. J'en parle aussi dans mon blog. Lorsque je prends connaissance des travaux du Dr Rick Gerthammer 3 ans plus tard, en 1988, très vite je suis interpellée par le fait que la phase de réparation est loin d'être la sinécure. C'est ainsi que je tombe sur une pratique qui, à première vue, m'apparaît